Comme Oshimiya, Eiji n'a pas d'autre choix que d'être le roi du groupe des 10 du bureau du gouvernement de la ville de Dasefu, il se joint à leur réunion. Pour expliquer la prochaine invasion de Yamaguchi, Kunumari explique que la gouvernance de Yamaguchi est laissée à un ordre qui possède le pouvoir de pétrification. Eiji joue un rôle crucial dans cette opération, le début de leur plan de domination du monde. Eiji suggère alors un autre plan à la place, renforcer leur défense en plaçant la côte de Kyushu sous le domaine d'Eiji. De cette façon, Eiji sera en mesure de dominer quiconque tentera de débarquer. Mari glousse et appelle cela une stratégie décontractée. Eiji n'a pas d'autre choix que d'écouter le plan élaboré de Mari. Enfin, si elle a l'intention d'en parler plus longuement. Il semble que la dissimulation de détails supplémentaires fasse également partie de l'opération. Eiji tente de protester, mais Mari utilise son ordre pour le remettre en place. Elle est le maître tacticien de l'équipe, tandis qu'Eiji n'est qu'une marionnette qui ne fait que jouer au roi. Dans le couloir, Eiji tombe sur la 4e main du groupe des 10, Iiko, qui le rassure en lui disant que sa divination dit que tout se passera bien. Avant de se séparer, Iiko remet une arme à Eiji. Plus tard dans la journée, Mari aide Eiji à établir une connexion avec le Premier ministre. Ce fameux trou du cul commence à s'en prendre à Eiji en lui reprochant de fomenter un coup d'État. Voulant confirmer ses dires, le Premier ministre demande si Eiji domine vraiment le bureau du gouvernement de Dasefu contre leur volonté. Mari confirme cela, en déclarant que Kyushu est sous le domaine d'Eiji. Le Premier ministre donne alors le feu vert pour diffuser la peine capitale aux membres de la famille du groupe des 10 de la région de Kanto. Le bourreau n'hésite pas à balancer sa lame sur l'oncle de Narukami Bankei, le décapitant. Un autre membre de la famille est ensuite plongé dans la mort. Eiji est déconcerté de voir un chef d'État national prendre des décisions aussi stupides. Des têtes tombent à cause de vous, Eiji Oshimiya, déclare le Premier ministre, tandis que les spectateurs approuvent en chœur un tel bain de sang. La dernière exécution est celle du neveu de Mari, Kengo. Avant que Mari ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Eiji se lève, l'air très sérieux, et dit au Premier ministre de purger autant qu'il veut, car cela n'aura aucune importance. Prenant l'arme qu'Iiko lui a donnée, Eiji dit avec confiance au Premier ministre que l'anéantissement des otages n'a d'importance que si c'était lui qui le fait. Eiji tire soudainement une balle dans la tête de Mari. Il anéantit ensuite tous les membres de l'ordre tandis que le Premier ministre ne peut que regarder, choqué. Le Premier ministre avait-il tort depuis le début? Oshimiya Eiji pourrait-il être le vrai problème? Et le groupe des 10 serait-il vraiment utilisé contre sa volonté? C'est juste qu'Eiji est assez malin pour utiliser son ordre pour arrêter les balles avant qu'elles n'atterrissent sur la tête de quelqu'un. Une ruse pour arrêter le meurtre en direct du Premier ministre. Soudain, Kuronerin fait l'irruption par les portes, balançant son épée vers Eiji, qui lui tire une balle dans la tête, au passage. Le corps de Rin atterrit sur le sol avec un bruit sourd tandis qu'Eiji lui tire dessus à plusieurs reprises. Refroidissant comme un concombre après avoir soi-disant rendu la vie à un groupe de personnes, Eiji déclare officiellement la guerre. Après la transmission, tout le monde se lève tandis que Rin commence à se régénérer. Tout s'est passé comme prévu, le Premier ministre pensera qu'Eiji agit contre le gouvernement de la ville de Dasefu. Leur mission commence avec Eiji et Rin, accompagnés de quelques soldats, qui infiltrent une entrée du côté de Kyushu du tunnel Kanmon. Au même moment, les escouades 6 et 7 débarquent déjà à Dwagahama, dans la préfecture de Yamaguchi. Mari donne des ordres à toutes les escouades pour combattre le dieu du rocher. En marchant dans le tunnel, Eiji demande à Rin de l'aider à gagner le respect du groupe des 10. Cependant, nous savons tous que Rin veut la peau d'Eiji, alors le garçon utilise son pouvoir pour que Rin lui fasse un rapport desquels aura trouvé le Rock God. Tout le tunnel se met soudainement à trembler et le plafond à s'effondrer. Le pouvoir d'Eiji n'est pas suffisant pour protéger tout le monde car son domaine n'est pas assez étendu. Les soldats décident de battre en retraite tandis qu'Eiji informe Rin qu'ils vont continuer. Iiko apparaît devant eux et utilise son pouvoir de divination précis à 100%. Avec Perfect Astrologer Star Seeker, un papier révèle une sorte de lecture. Iiko conduit alors Eiji et Rin hors du tunnel. Le papier est en fait quelque chose qui aide Iiko à éviter les bords et les chutes de débris. Iiko informe ensuite Eiji de leur objectif principal, éviter le combat et sécuriser la cible à l'endroit désigné. Eiji semble légèrement déçu d'apprendre qu'il n'aura pas à combattre le dieu du rocher lui-même. Iiko et Eiji continuent de marcher, mais Rin se laisse distraire par une poupée Kéroron, la laissant derrière elle. Le ruban d'Iiko bouge également. Curieux, Eiji fait un geste pour le toucher, mais Iiko esquive immédiatement ses avances. Elle atterrit en haut d'un poteau et tremble de peur. Eiji n'a pas le droit de toucher les oreilles d'Iiko, car il pourrait la mettre enceinte. Iiko explique que son père disait que le pouvoir spirituel de la Miko résidait dans sa virginité. Si un homme la touchait, elle porterait un enfant. Mais comme Iiko ne pouvait pas obtenir un tel pouvoir spirituel, peu importe son entraînement, elle a fait un vœu, recevoir un signe divin. Cependant, si Iiko tombe enceinte, elle perdra son pouvoir de Miko. Bien qu'Eiji promette de ne pas la toucher, au fond de lui, il en a totalement envie. Mec, tu veux être père à ce point? Pour rattraper le temps perdu, Rin semble être gay, beaucoup trop gay. C'est parce qu'elle a réussi à mener le Rock God à Eiji. Et l'équipe de Mari a perdu le contact avec les équipes de reconnaissance. Ils ont été pétrifiés et dépassés par le Rock God. Mari se demande pourquoi la localisation d'Eiji a été compromise, d'autant plus que seul le groupe des 10 et une poignée de personnes sont au courant de leur plan.
De retour dans les rues, Eiji essaie d'utiliser son pouvoir sur le Rock God, mais en vain. Il devra dominer l'ordre derrière le dieu du rocher pour le contrôler. Yko et Eiji échappent aux ravages du dieu du rocher, en se cachant sous un tunnel. Yko suggère alors qu'elle va deviner la véritable localisation de l'ordre du dieu du rocher. Eiji doit l'aider à marcher. Cependant, Eiji perd sa concentration et lâche Yko. Avant qu'elle ne puisse tomber au sol, Eiji retient Yko par ses oreilles de lapin. Yko tombe enceinte. Apercevant les formes d'Eiji et de Rin qui s'échappent, Rin se précipite vers eux, s'arrêtant finalement lorsqu'elle aperçoit une fille inconsciente tombant au sol. C'est alors que Terra no Kagekiyo, le souverain de Yamaguchi et de l'ordre des dieux du rocher, apparaît devant Rin. Voyant Rin dans le domaine d'Eiji, Terra tente de l'attraper de force. Elle propose à Rin de changer de camp, d'autant plus qu'un missile nucléaire est sur le point de frapper Yamaguchi. Il va rayer la ville entière de la carte et empoisonner la Terre avec des radiations. Même le groupe des 10 le sait puisqu'ils ont piraté le système pour les alerter du lancement. C'est pourquoi ils ont envoyé Eiji à Yamaguchi, pour l'utiliser comme appât et capturer Yamaguchi. Pendant ce temps, le ventre de bébé d'Yko semble être prêt à éclater. Eiji tombe sur des femmes plus âgées qui emmènent le duo dans un hôpital voisin. Pour en revenir à Terra et Rin, il semble que ces filles travaillent ensemble. Rin ne sait pas que Terra a un agenda caché, cependant. Cette fille croit que Rin est facilement trompé, en se basant sur les informations que Terra a reçues. Soudain, Rin s'arrête dans son élan et met la petite fille sur le côté. Rin a juste le sentiment qu'elle déteste Terra. Dégainant son épée, Rin s'exclame qu'elle ne se soucie pas du tout du missile. Elle veut seulement être la seule à anéantir Eiji. Le Tokiwoki de Rin commence à transmettre un message d'Eiji, qui a compris ce qui brouillait leur communication. Eiji est accroché à une grande antenne et utilise son pouvoir pour ordonner à Rin de vaincre l'ordre du dieu du rocher. Levant son épée, Rin lance une attaque vers Terra, qui est capable de briser l'épée de Rin en deux. Rin utilise alors son ordre pour régénérer son épée et l'utiliser pour porter une attaque sur Terra. Alors que les deux s'affrontent, Eiji est maintenant capable de contacter le QG, et Mari l'informe que l'ennemi connaît déjà la position exacte d'Eiji. Tandis que Terra bloque l'attaque de Rin, elle utilise son ordre pour pétrifier le corps de Rin, elle annonce victorieusement à Rin qu'elle sait déjà où se trouve Eiji. C'est une évidence puisqu'Eiji est capable de réparer l'antenne et d'utiliser son pouvoir de domination pour commander Rin. Terra a déjà signalé la localisation d'Eiji à ses supérieurs. Connaissant la position d'Eiji, l'ONU lance un missile nucléaire droit sur lui. Au QG, Iraji demande à l'état-major de retirer ses troupes dans un rayon de 10 km autour de la zone de frappe. Mari tente d'infirmer la décision d'Iraji, mais la parole d'Iraji a force de loi. Se précipitant à l'hôpital, Eiji dit précipitamment à Yko qu'ils doivent s'échapper. Mais le Rock God et Terra ont réussi à localiser Eiji. Avant que le dieu du rocher ne les réduise en pièces, Eiji fait apparaître un mur d'air comprimé pour se protéger. Voyant les résidents à proximité, Terra les incite à l'aider à anéantir Eiji. Avec toute leur colère refoulée envers l'ordre qui a détruit le monde il y a 10 ans, les gens commencent à jeter des pierres sur Eiji. Des ombres noires obscurcissent le ciel, émergeant du dieu roche. Il est en fait de pierres tombales de ceux qui sont morts en détestant Eiji. Terra était autrefois gardienne de cimetières et entendait constamment des voix haineuses. Elle souhaitait donc être capable de mettre fin à leurs ressentiments. Eiji tente de plaider auprès des résidents, leur parlant de l'attaque nucléaire imminente. Cependant, l'infirmière qui s'est occupée d'Yko plus tôt attaque Eiji par derrière, plongeant une lame tranchante dans le dos d'Eiji, lui faisant perdre l'équilibre. Tout se passe au ralenti, alors qu'Eiji pense à sa situation actuelle. Il est détesté. Terra reçoit un message de ses informateurs lui indiquant que le gouvernement de Dasefu retire ses troupes. Avec tout le monde dans la même situation, Eiji appelle son ordre d'utiliser Bain Dominator, perçant le cœur de chacun pour les faire coopérer avec lui pour survivre. Maintenant que Terra est également dans le domaine d'Eiji, le Rock God est à la disposition d'Eiji. Eiji chevauche alors la main du dieu du rocher, jurant d'affronter ses batailles de front. En ce moment, la bataille d'Eiji se dirige directement vers le ciel. Avec le missile si proche, Eiji appelle son ordre pour contrôler la gravité. Il est clair qu'il ne peut pas réduire sa vitesse assez rapidement, mais Eiji réussit à utiliser le Rock God pour attraper le missile. Le ciel est littéralement envoyé sur Terre lorsque Bankai, la deuxième main du groupe, et Lauren Wright, la sixième main, tombent d'un avion. Bankai invoque immédiatement son order Aramitama, Battle-On, pulvérisant facilement le missile en grains de poussière. C'est le pouvoir de quelqu'un qui a voulu être le plus fort. Le Bankai peut facilement pulvériser ses cibles à un niveau atomique. Un deuxième missile a été lancé, et ils ont 10 minutes avant l'impact. Iraji demande à son personnel de le mettre en contact avec l'ONU, en proposant de négocier avec eux. Mais le président décline sarcastiquement l'offre de Iraji. Ils peuvent utiliser toutes les armes du monde contre le groupe s'ils le souhaitent. Terra est en colère d'avoir été sauvée de l'explosion nucléaire. Ils n'ont pas réussi à purger Eiji. Elle essaie de prendre le contrôle de son dieu du rocher une fois de plus, pour qu'il attaque Eiji. « Je ne veux pas que quelqu'un meure à nouveau à cause de moi », s'exclame Eiji, qui tente de retenir l'attaque du Rock God. Terra libère ses frustrations sur Eiji, disant qu'il ne sera jamais capable de laver ses péchés. Il n'a jamais su combien de dégâts son souhait a causé au monde.
Tous ces gens sont morts, et ceux qui sont restés derrière ont dû endurer une douleur qui s'est vite transformée en rancune. Notre rancune n'est pas si tiède qu'elle puisse être absoute par votre repentir. Terra réplique. Mais contrairement à avant, Eiji n'est plus seul. Bankei et Lorin sont là pour aider Eiji. Alors que le second missile approche, Eiji utilise à nouveau le dieu roche. Cependant, il commence à s'effriter et à tomber en morceaux. Pourtant, Eiji persiste et utilise le contrôle de la gravité tout en protégeant les gens des débris qui tombent. Terra sort finalement de sa misère et ordonne au dieu du rocher de tenir le coup, révélant une toute nouvelle construction. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Eiji crie alors un ordre, et des mains commencent à apparaître dans le ciel, comme si le ciel était en train de s'ouvrir. Rin tombe de cette ouverture pour aider Eiji dans ce second dilemme. Grâce à leurs efforts combinés, l'ogive est arrêtée. Hiraji propose un accord avec l'ONU. S'ils se retirent, ils apprendront eux-mêmes la vérité sur le groupe. En arrière-plan, Ayaito arrive avec la petite fille que Rin a protégée pendant tout ce temps. Tout cela faisait partie du plan d'Hiraji. Ayaito serait un agent double, et Eiji, une diversion. Leur objectif principal a toujours été de sécuriser cette petite fille, Tarutama Ikari, un ordre qui peut neutraliser les nuques. L'ONU peut envoyer toutes les ogives qu'elle veut, mais elles ne fonctionneront plus. Quelque part ailleurs, Daisy parle à un autre ordre de l'intérêt d'Eiji. Il s'est sorti d'une situation si difficile. Le gars répond que la volonté d'Eiji est autre chose, et que c'est peut-être une mauvaise idée de le laisser avec Hiraji. Daisy essaie de dire qu'Eiji est le « quelque chose de ce type ». Mais alors la pièce se transforme en une dimension pleine de fleurs. Le gars espère que le monde deviendra bientôt comme ce magnifique jardin de fleurs. Au QG, tout le monde profite d'un bon bain de source chaude. Rin regarde fixement le symbole de liaison tatoué sur son doigt. C'est la preuve de son entière subordination à son dominateur, qu'elle déteste tant. Eiji, qui a sauvé Yamaguchi, son ennemi juré. Pourtant, Terra est aussi là, il se rapproche de Rin pour toucher son ample poitrine. Terra évoque la possibilité de travailler ensemble pour vaincre Eiji une fois de plus, ce que Rin accepte avec hésitation. Mari informe Terra et Rin de l'utilisation d'Ikari pour nettoyer les zones de combat. Minamoto Nen, la 8e main du groupe, berce Ikari dans le bain. Le pouvoir de Nen est la belle au bois dormant du monde parallèle, le frappeur de porte du monde parallèle. En bref, elle règne sur le monde des rêves. Afin de sécuriser Ikari, Nen contrôle les rêves d'Ikari et la fait somnambuler vers Yamaguchi. Pendant ce temps, Terra teste les melons des filles, même celui d'Yko. Yko, qui est sans bébé. Je voulais voir si le bébé d'Eiji et elle serait mignon. Quoi qu'il en soit, ces cris résonnent dans tout l'établissement lorsque Terra touche ces divines, mais petites, montagnes. C'est si fort qu'Eiji peut les entendre depuis le bain des garçons. Cela et les nouvelles de Lorin sur le réveil de Senna ruinent son bain paisible. Apparemment, Hiraji a ordonné à Franc de lever son arrêt du temps. Il est déjà prêt à attaquer Hiraji, mais ce dernier informe Eiji que sa demande a été accordée, et que Senna va maintenant commencer son traitement. Joue le jeu, Eiji, murmure Hiraji à l'oreille d'Eiji, expliquant que Senna n'a aucun souvenir de l'attaque de Rin et de sa prise d'otage. Eiji sourit à sa demi-sœur, mais au fond de lui, il sait que Senna ne connaît toujours pas sa véritable identité. Hiraji informe tout le monde de l'état de santé avancé de Senna, qui n'a plus que 6 mois à vivre. Senna a une leucémie atypique rare et aucun traitement n'a encore réussi. Eiji se précipite auprès de Senna, la rassurant que tout va bien se passer. Senna a déjà une idée de ce qui se passe, d'autant plus qu'elle sait qu'Eiji est du genre à prendre les problèmes à bras-le-corps. Se levant en tremblant, Senna tient le visage d'Eiji dans sa main, puis lui fait un coup de karaté et le traite d'imbécile. Eiji embrasse Senna en s'excusant auprès d'elle. Senna commence à pleurer en disant à Eiji qu'elle veut aller à l'école avec Eiji. Hiraji interrompt la réunion émotionnelle de la fratrie, les informant d'un moyen de guérison. La seule chance de Senna est Kamimuzubi, un ordre vivant à Izumo, qui a le pouvoir de guérir les maladies incurables. Avec la mention de Senna et de la guérison dans une même phrase, nous savons tous qu'Eiji sautera sur toutes les opportunités qui lui seront offertes, tant que sa chère sœur pourra vivre une vie saine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.